Dans l'océan près de Los Angeles, sur une montagne isolée au Japon ou au large de la côte est du Canada, un crash aérien peut réduire un énorme appareil à un tas de miettes. La cause est enterrée quelque part sous les décombres. Souvent, dans notre travail, il s'agit de découvrir l'information clé. Un avion moderne se compose de centaines de milliers de pièces. Un problème avec l'une d'entre elles peut mener à la catastrophe. Une vis en moins peut menacer la sécurité du vol. Des contrôles réguliers permettent aux avions de voler et aux passagers d'être en sécurité. Une simple négligence peut se terminer en tragédie. Quelque chose a explosé. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Aide-moi à le maintenir! Aide-moi à le maintenir! C'est une nuit de canicule à Phoenix, en Arizona. Il est 23 h, mais les techniciens de maintenance de Southwest Airlines commencent tout juste. Ce soir, ils s'apprêtent à examiner un Boeing 737-700 ultramoderne. Pas moins de 40 inspecteurs et mécaniciens vont passer la nuit à vérifier que l'avion est prêt à décoller. Sans un entretien approprié, les avions ne volent pas. On pense toujours aux pilotes qui sont aux commandes de l'avion. Mais l'entretien joue un rôle tout aussi important dans la sécurité de n'importe quel avion. Pour que les avions restent en parfaite condition, ils subissent plus de bilans de santé que la plupart des passagers. Des liens extrêmement étroits relient la commande d'un avion, l'entretien d'un avion et la gestion d'un avion. Les avions de ligne sont contrôlés à chaque escale. C'est le contrôle A. Un bref coup d'œil pendant l'inspection permet de repérer les problèmes les plus visibles. La plus grosse partie est effectuée à intervalles réguliers. Ce sont les contrôles B et C. Ce soir, des techniciens effectuent un contrôle C. L'intégralité du contrôle nécessite des centaines d'heures de travail. Tout doit être fini ce soir pour que l'avion puisse décoller au matin. C'est un immense défi, car les avions modernes sont constitués de centaines de milliers de pièces. En 1903, quand les frères Wright ont effectué leur vol historique près de Kitty Hawk, en Caroline du Nord, leur avion était fait d'environ 1500 pièces. Un Boeing 737 en a plus de 360 000. Il faut s'assurer que chacune de ces pièces va bien faire son travail. Ce n'est pas la taille qui est importante. Une vis en moins peut menacer la sécurité du vol. C'est une leçon que l'industrie aéronautique a appris à ses dépens. 31 janvier 2000. À bord du vol 261 de Alaska Airlines, la situation est désespérée. Aux commandes d'un avion endommagé, le commandant essaie d'atterrir à l'aéroport de Los Angeles. Mais l'avion ne répond plus aux commandes. Le MD-83 plonge dans l'océan Pacifique. Oh mon Dieu! Les autres pilotes qui volaient dans la zone rapportent cette scène de cauchemar au contrôle aérien de Los Angeles. Oui, monsieur, il est en position de piquer. Il descend rapidement, complètement incontrôlable. L'avion s'est retourné. Ok, oui, il s'est retourné. Pousse le bleu vers le haut! Et voilà! Il vient d'atteindre l'eau. Oui, monsieur. Il a atteint l'eau. Il s'est écrasé. Le vol 261 s'est écrasé près des côtes californiennes à plus de 400 km/h.
Les 88 passagers et l'équipage sont morts. Les enquêteurs du Conseil national de la sécurité des transports, ou NTSB, commencent rapidement leur travail. Les enregistrements fournissent déjà quelques indices. Le stabilisateur est coincé. Nous conservons notre altitude avec difficulté. Nous avons tout de suite pensé à un problème venant de la queue de l'appareil, d'où il est contrôlé. Quelque chose n'allait pas de ce côté. Les enquêteurs examinent le stabilisateur horizontal du MD-83. Le stabilisateur contrôle la hauteur de l'avion, sa capacité à s'incliner vers l'avant ou l'arrière. Quand le stabilisateur monte, le nez de l'appareil descend. Quand le stabilisateur descend, le nez de l'appareil remonte. Dans un MD-83, un vérin à vis situé dans la queue fait bouger le stabilisateur de haut en bas. Quand les enquêteurs ont retrouvé la queue à l'endroit de l'accident, ils firent une mystérieuse découverte. Le vérin à vis n'était pas relié à l'écrou dans lequel il est vissé. Il était tout seul. Et l'écrou a été retrouvé dans une autre partie, à quelques mètres du vérin à vis. Le fait qu'une vis se sépare d'elle-même de son écrou, alors qu'elle est très grosse, ça nous a vraiment surpris. Sans son vérin à vis, le stabilisateur était incontrôlable. Sans le stabilisateur, l'avion était condamné. Les enquêteurs ont rapidement compris la raison de l'accident. Ils veulent maintenant savoir pourquoi. Malheureusement, la réponse est simple. Il n'y avait aucune lubrification ou trace visible de graisse sur la surface en contact avec le vérin à vis, ce qui était surprenant et étrange. L'administration fédérale de l'aviation, ou FAA, ordonne un contrôle immédiat de tous les MD-80 des États-Unis. Chez Alaska Airlines, 6 vérins sur les 34 de la flotte de MD-80 ont échoué à cette inspection. Les enquêteurs découvrent une preuve encore plus alarmante lorsqu'ils parcourent les dossiers d'entretien de la compagnie aérienne. Les mécaniciens d'Alaska Airlines disent subir une énorme pression pour économiser de l'argent tout en continuant à faire voler les avions. Nous avons interrogé tous les mécaniciens qui avaient travaillé sur ces appareils. Nous savions qu'ils avaient falsifié les rapports ou qu'ils n'avaient pas fourni le travail nécessaire. Pour survivre à la récession économique des années 1990, Alaska Airlines procéda à des coupes dans son budget maintenance. Les compagnies aériennes, surtout celles qui sont en difficulté financière, vont espacer au maximum les inspections. La régulation fédérale de l'aviation, ou FAR, a établi un niveau minimum de sécurité. Si vous avez un budget restreint, vous allez avoisiner ce niveau minimum de sécurité. Si je suis une bonne compagnie, ou que je veux le devenir, ou encore que je veux montrer que nous allons être au plus haut niveau de sécurité, je vais donc aller au-delà de ce minimum. Cela va coûter plus, mais je vais aller au-delà. Beaucoup de compagnies disent « mais la régulation dit que je dois seulement être à ce niveau. C'est ce qu'on va faire. » Les vérins à vis de la flotte de cette compagnie ont été inspectés toutes les 5 à 700 heures de vol. Mais en 1996, pour réduire les coûts, Alaska Airlines commença à contrôler les vérins à vis toutes les 2500 heures. Au même moment, ils doublèrent le nombre de vols quotidiens de leur flotte. S'il se passe 600 heures entre l'inspection et le graissage, il n'y a aucune chance que l'on se trouve dans une situation de métal contre métal. Mais si vous attendez 2000 ou 2500 heures, vous sautez ces étapes de protection, ces barrières qui sont là pour éviter une défaillance catastrophique. Un entretien correct est d'autant plus indispensable qu'un composant ne peut être compensé par un autre. Sur le MD-83, il n'y avait pas d'autre alternative si le vérin à vis cassait. Un entretien correct était donc une question de vie ou de mort. Mais dans l'industrie aéronautique, c'est également une question d'argent.
Si on regarde bien, il y a beaucoup de pression dans l'industrie aérienne, que l'on transporte des marchandises ou des personnes. Le fait est que la concurrence est rude, alors comment obtenir un avantage compétitif face à ça? Comment est-ce que je vais obtenir plus avec moins? Par le travail, certes, mais aussi sur la maintenance. Si je peux faire une inspection toutes les 500 heures au lieu de 400, ça me fait économiser beaucoup d'argent. Pour rester financièrement à flot, Alaska Airlines a mis d'innombrables vies en danger. Mais une catastrophe peut toutefois survenir au sein d'une compagnie qui n'économise pas sur la maintenance. On va droit sur la montagne. Ici encore. Il est minuit passé à Phoenix, Arizona. Une équipe de maintenance travaille sur un 737-700. Il procède à un contrôle C, l'un des examens les plus poussés qu'un avion peut passer. On travaille toute la nuit parce qu'aucun appareil ne vole. C'est préférable pour la compagnie de laisser ses avions au sol la nuit pour pouvoir les réparer. Ce soir, 339 inspections individuelles sont prévues. Chacune d'entre elles est suivie par ordinateur. Tout ce qui apparaît en jaune est une opération non planifiée, un problème qui vient juste d'être repéré. Une maintenance non planifiée, c'est justement ce qui peut arriver aux gens qui prennent leur voiture, conduisent sur l'autoroute, quand tout à coup, la climatisation s'arrête. Pour un avion, c'est la même chose. Ce soir, les inspecteurs découvrent qu'un pneu est crevé sur l'un des trains d'atterrissage. Ils l'ajoutent à la liste des éléments de maintenance non planifiés. Il doit être remplacé avant que l'avion ne reprenne du service. Bien sûr, les enjeux sont extrêmement élevés. Chaque soir, en arrivant au boulot, on essaie de faire de notre mieux, de nous assurer que tout fonctionne pour que les gens puissent arriver à destination. Mais parfois, malgré toute la maintenance, le pire scénario devient réalité. Une simple réparation peut conduire à une catastrophe inattendue. 13 août 1985, mont Ozutaka, au Japon. Voici l'épave de la catastrophe la plus mortelle dans l'histoire de l'aviation. L'avion JAL 123 s'est écrasé la veille, tuant 520 personnes, dont l'équipage. Seules 4 personnes ont survécu. Comme le Boeing 747 a été construit aux États-Unis, c'est le NTSB qui est chargé de l'enquête. Quand je suis arrivé à Tokyo, l'atmosphère au Japon était extrêmement tendue. Les journalistes étaient partout, il y avait énormément de colère dans les esprits. Peu après l'accident, les experts se font aider par un photographe amateur. Il a réussi à prendre une photo du 747 quelques minutes avant le crash. L'image montre que l'avion JAL 123 volait sans son immense volet de direction. Le volet de direction accueille des parties essentielles comme le gouvernail ou des tubes qui contiennent les fluides hydrauliques. Quelle force pourrait être assez puissante pour arracher un volet de direction? Après s'être plongé dans l'historique de maintenance du 747, les enquêteurs découvrent que 7 ans plus tôt, l'avion a atterri avec le nez trop en l'air. La queue a touché le sol et s'est abîmée sur la piste d'atterrissage. L'arrière de l'appareil a dû être réparé, ainsi que la cloison étanche. Japan Airlines a convoqué des techniciens Boeing pour aider à réparer la cloison cassée. Après cette maintenance imprévue, le 747 a obtenu un bulletin de santé impeccable et a volé pendant 7 ans. Mais cette cloison devient le principal suspect pour les enquêteurs. Nous avons pensé qu'il fallait que l'on trouve la cloison étanche arrière parce que l'une des hôtesses qui avait été interrogée avait décrit une explosion à l'arrière de l'appareil qu'elle avait vue. Nous avons donc voulu nous concentrer sur cette cloison. Au cours de l'enquête, Schlid trouve une pièce du panneau qui avait été raccordée à la cloison 7 ans auparavant. Le mystère du vol 123 est résolu. Le 747 est tombé à cause d'une réparation défectueuse.
La réparation n'avait pas été effectuée correctement. Il n'y avait qu'une seule rangée de rivets pour maintenir la jointure, alors qu'il aurait dû y en avoir deux pour maintenir les deux parties ensemble. Avec une seule rangée de rivets pour maintenir le panneau réparé en place, la catastrophe devait arriver. Spécialement avec un avion plein à craquer. Au Japon, cet avion a été utilisé pour des vols nationaux. Il a donc effectué de nombreux décollages et atterrissages pour des vols intérieurs, contrairement à la plupart des 747 qui sont des longs courriers, ce qui en a fait un avion à cycle élevé. Les enquêteurs ont calculé qu'avec cette réparation, la cloison aurait survécu à environ 10 000 vols ou cycles. Mais le jour de l'accident, le 747 avait déjà dépassé les 12 000 cycles. Sur le 747, la cabine est pressurisée, mais pas la queue. Pendant le vol, la cabine pressurisée a fait pression sur la cloison réparée. Après plus de 12 000 cycles, cette pression a affaibli la réparation défectueuse jusqu'au point de rupture. L'air à haute pression a fait exploser la cloison vide et l'a emportée. Là-bas, là-bas! La perte d'une partie de la queue a paralysé les systèmes hydrauliques de l'avion. Le Boeing 747 avait 4 systèmes hydrauliques indépendants pour alimenter ces systèmes, afin d'avoir une quadruple redondance. Malheureusement, ces 4 lignes se rejoignent dans la partie inférieure du longeron et en se séparant, elles ont été coupées. Les 4 systèmes hydrauliques se sont épuisés. Pendant 30 minutes, l'équipage a tenté de faire voler le 747 uniquement grâce à la poussée. Cela revient à essayer de conduire une voiture uniquement avec un accélérateur, mais sans volant ni frein. On va s'écraser! En dépit de leurs efforts héroïques, la bataille était perdue d'avance. On va s'écraser! Tant de morts liés à une simple rangée de rivets. Comment l'usure grandissante du métal de la cloison n'a-t-elle pas pu être détectée pendant les 7 années de maintenance et d'inspection planifiées? La méthode d'inspection de base pour la cloison et les jointures est visuelle. Pour des périodes d'inspection plus importantes, ils retirent les protections des murs et de tout ce qui se trouve dans la cloison étanche. Et ils procèdent à une inspection visuelle détaillée. Et au cours des contrôles de maintenance qui ont suivi, aucune réparation défectueuse n'a été trouvée. « 20 ans après le vol JAL 123, les compagnies recherchent en permanence des vis cachées qui ne seraient pas visibles de l'extérieur. De retour au hangar de maintenance de Southwest, les inspecteurs utilisent un endoscope, une petite caméra flexible pour vérifier les moteurs. Les moteurs sont le cœur des avions de ligne. S'ils s'arrêtent, les pilotes n'ont pas l'option de s'arrêter au bord de la route. Voilà, nous y sommes. Dans cette zone, nous recherchons des fissures. On regarde les pales de rotor, on voit s'il manque de la peinture, à des endroits où le métal serait perforé, où il y aurait des fissures radiales et axiales. La moindre fêlure ou trace d'usure du métal sur les pales du ventilateur pourrait conduire à la catastrophe. Décollage, sous la ligne, lumière. 21 août 1995. Le vol 529 d'Atlantic Southeast Airlines, un Embraer Brasilia, s'apprête à décoller avec 29 personnes à son bord. Direction Gulfport, dans le Mississippi. À ce moment-là, c'était l'avion turbopropulseur le plus rapide et le plus fin. Avant même que l'avion n'atteigne son altitude de croisière, quelque chose semble avoir explosé à l'intérieur. Ça a fait un bruit phénoménal. Comme si quelqu'un avait frappé de toutes ses forces sur une poubelle avec une batte de baseball. Un gigantesque craquement.
L'avion a viré d'un coup sur la gauche. L'équipage a beau faire de son mieux, l'avion se déporte violemment à gauche. Pilote automatique enclenché. Aide-moi à le maintenir. Aide-moi à le maintenir. Là-bas. Le commandant de bord et son copilote repoussent les limites de leur expérience. Aide-moi. Aide-moi à le maintenir. Aide-moi à le maintenir. Le vol 529 d'Atlantic Southeast s'écrase près d'une petite collectivité agricole à Carrollton, en Géorgie. Urgence? Allô? Un avion vient de s'écraser sur notre terrain. Un crash aérien? Les 29 personnes survivent à ce violent atterrissage. Mais 10 d'entre elles succomberont à leurs blessures. Appelé sur place, le NTSB constitue des équipes pour examiner les différentes parties de l'avion. Jim Hookey, ingénieur aéronautique, est responsable du groupe de maintenance des hélices. Nous avons inspecté différentes parties de l'aile et nous avons constaté que l'une des pales de l'hélice n'était plus là. L'hélice s'était brisée de manière très spécifique, réunissant tous les signes caractéristiques d'une fracture d'usure. Une fracture d'usure a tendance à être très plate. Elle comporte aussi des marques concentriques qui partent de son origine. On peut voir des anneaux concentriques qui se propagent depuis l'origine de la fracture. Hookey avait de bonnes raisons de se concentrer sur la pale de l'hélice. 17 mois avant le vol 529, d'identiques pales d'hélice se sont brisées à 2 reprises entre le Canada et le Brésil. Fort heureusement, dans les 2 cas, l'avion a réussi à se poser. Le fabricant de l'hélice était Hamilton Standard. Hookey et son équipe passent au peigne fin les dossiers d'entretien d'Hamilton Standard. Ils cherchent tout ce qui pourrait sortir de l'ordinaire. Tout ce qui peut sembler anormal. Vous ne savez pas du tout ce que vous cherchez jusqu'à ce que vous le trouviez. Il faut juste lire. Il y a beaucoup d'examens de routine, des inspections standards, des contrôles A, des contrôles B, des contrôles C. Et puis un examen non planifié peut apparaître. Si quelque chose s'est cassé ou qu'un camion est rentré dans l'avion, ou bien un oiseau, ou n'importe quoi, ça nous intéresse. Les dossiers d'entretien révèlent que la pale cassée de l'hélice avait déjà connu des problèmes. Nous avons trouvé que cette pale d'hélice avait déjà été mise hors service auparavant en raison d'une fissure. C'est le premier indice qui nous a mis sur la piste d'un problème avec la pale de l'hélice et les inspections. Au plus profond de l'hélice, les enquêteurs découvrent ce qu'ils cherchent. Dans la partie creuse, l'alésage conique, des poids sont fixés pour équilibrer l'hélice. Ils sont maintenus par un bouchon de liège. Ce petit bouchon a déclenché une série d'événements fatals. Environ 95% du liège produit dans le monde est utilisé dans l'industrie médicale. Et pour des raisons esthétiques, ainsi que pour la stérilisation, ils préfèrent la couleur claire. Alors le liège est blanchi au chlore. Les enquêteurs découvrent que l'humidité à l'intérieur de l'hélice a fait suinter le chlore du liège, qui a entraîné la corrosion de l'alliage en aluminium. Ils ont aussi remarqué autre chose sur la pale cassée. Sur la face interne, à environ 4 cm de la fracture, il y a une série de traces de ponçage. En relisant les dossiers de réparation de l'hélice, Hookey relève les initiales CSB, Christopher Scott Bender. Ce technicien a travaillé au service de réparation de Hamilton Standard. Quand Christopher Bender a vu l'accident aux informations, il a appris que les enquêteurs examinaient l'hélice d'Hamilton.
Dès que j'ai eu la nouvelle, mon cœur s'est arrêté. Je crois que j'ai peut-être pleuré un peu parce que j'étais vraiment très bouleversé. C'est quelque chose qui était passé entre mes mains pendant une procédure pour laquelle on me faisait confiance et j'ai échoué. Et à cause de ça, des gens sont morts. Après avoir découvert que Bender était la dernière personne à avoir travaillé sur la pale de l'hélice mortelle, les enquêteurs doivent maintenant trouver comment la pale a passé l'inspection chez Hamilton Standard. Les enquêteurs demandent à Bender de procéder à un entretien technique standard sur l'hélice. Il a montré comment il introduisait un endoscope à fibre optique au fond de la cavité de l'alésage conique pour repérer les fissures. Et c'est là que réside l'un des principaux problèmes. L'endoscope qu'il utilisait avait une lumière très blanche, qui éblouissait les yeux du technicien. Cela ne se prêtait pas du tout à une telle inspection. Les enquêteurs trouvent également des lacunes dans la formation de Bender. Au cours de sa formation, on ne lui a jamais montré à quoi ressemblait une fissure. On lui a simplement demandé de trouver une fissure. Pendant l'examen de la pale de l'hélice, Bender était incapable de détecter un quelconque indice de corrosion. Il a donc fait ce qu'on lui avait dit. Il a poncé à l'intérieur de la pale. On lui a donné l'ordre d'utiliser un forêt pour uniformiser l'intérieur de l'alésage conique. Il l'a uniformisé. Il a fait son inspection. Et le forêt a rendu la surface rugueuse, ce qui a donc masqué le début de fissure à l'inspection suivante. Puis la pale a été remise en service, tandis que la fissure continuait de s'agrandir pour finir par atteindre un point critique jusqu'à la rupture. Le rapport de l'accident que nous vous présentons aujourd'hui implique la compagnie Atlantic Southeast Airlines, le vol 529. Selon le NTSB, en polissant la pale, Hamilton Standard a involontairement effacé toute trace de fissure. Même un examen ultérieur plus approfondi aux ultrasons n'aurait pu la détecter. La compagnie qui a fabriqué l'hélice du vol 529 a été renommée Hamilton Sandstrand. Ces processus d'inspection et de réparation sont plus stricts, dépassant dans certains cas les exigences de la FAA. C'est la dernière fois, avec le vol 529, qu'une hélice a lâché en plein vol. J'aurais voulu que ça n'arrive jamais. Je voudrais pouvoir remonter le temps et réparer ça pour que cela n'arrive pas. Parmi les milliers de pièces qui constituent un Embraer Brasilia, un simple petit bouchon de liège a déclenché un terrible accident. Le vol 529 rappelle le besoin impératif d'un entretien approprié. Mais parfois, c'est la maintenance qui est à l'origine d'une catastrophe, lorsqu'une nouvelle pièce est installée sur un avion plus ancien. Moncton, vol Swissair 111, gros porteur. Déclarons un panne, panne, panne. Nous avons de la fumée dans le cockpit. Au petit matin, à Phoenix, en Arizona. Les techniciens de Southwest Airlines continuent leur programme de maintenance sur un 737. Parmi les grandes compagnies, Southwest est unique en son genre. Ils ne font voler qu'un seul type d'avion, le 737. Ce soir, les techniciens travaillent sur un modèle 700, un des 737 les plus récents. Mais le tout premier modèle de la compagnie, un 300, datant des années 80, vole toujours. On peut toujours faire voler un vieil avion, du moment qu'il suit les protocoles d'inspection. Certains transporteurs de fret ont des avions âgés de 30, 40 et parfois même 50 ans. Mais ils sont toujours fiables. Ils ont été entretenus, ils ont été remis à jour avec des équipements modernes. Mettre à jour des avions plus anciens est une opération de maintenance courante. Mais parfois, l'installation d'une nouvelle pièce sur un vieil avion peut conduire à une tragédie. Dans ce laboratoire de fortune se trouvent les vestiges du vol 111 de Swissair. Le 2 septembre 1998, l'avion de ligne s'est écrasé au large des côtes de la Nouvelle-Écosse, au Canada, tuant toutes les personnes à bord. Récupérés au fond de la mer, les débris sont impressionnants. Il y a déjà environ 250 km de câbles. Chez Swissair, nous avions environ 2 millions de pièces d'avion.
et nous devions quasiment toutes les vérifier. Dans notre travail, nous faisons souvent référence à la pépite, la clé qui va nous permettre de dire « voilà la cause de l'accident ». Quelque part dans cette épave se trouve la pépite, que les enquêteurs espèrent trouver. L'élément qui va révéler la raison pour laquelle le vol Swissair 111 s'est écrasé dans l'océan Atlantique. La boîte noire donne aux enquêteurs des premiers indices cruciaux. Tu sens pas quelque chose? Ouais, qu'est-ce que c'est? Va voir, je prends les commandes. Roger, tu as les commandes. Le copilote inspecte la zone autour du conduit de climatisation. Rien ne semble suspect. Je ne vois rien ici. Et là non plus, il n'y a rien? Le commandant Zimmerman est troublé par l'odeur de fumée. Ça recommence. Il commence à rediriger l'avion vers l'aéroport le plus proche. Trouve-moi l'endroit le plus proche pour atterrir, Stéphane. Il contacte la tour de contrôle de Moncton, dans le New Brunswick. Vol Swissair 111, gros porteur. Déclarons un panne. Nous avons de la fumée dans le cockpit. Panne est un terme international utilisé pour signifier à la tour de contrôle une situation d'urgence. C'est le degré juste au-dessous de Mayday. Le vol Swissair 111 est redirigé vers Halifax et amorce sa descente. Je vais vous diriger vers la piste numéro 6 de Halifax. Les pilotes ont l'air d'être calmes et de tout contrôler. Halifax n'est qu'à 20 minutes. Il va nous faire virer vers le sud. À ce moment-là, tout était normal. J'ai ordonné au pilote sa descente initiale et il a demandé à se stabiliser à une altitude intermédiaire pour préparer la cabine à l'atterrissage. Ça voulait dire qu'ils avaient besoin de ranger les plateaux repas, par exemple. Cabine bus hors tension. Cabine bus hors tension. Mais la situation apparemment sous contrôle à bord du vol Swissair 111 dégénère en situation d'extrême urgence. Pilote automatique déconnecté. Nous nous déclarons en situation d'urgence. Swissair 111 au temps 0, 1, 2, 4. Tous mes écrans sont éteints. Je tente de contrôler mes instruments. Je maintiens à 300. Peu après s'être déclaré en situation d'urgence, l'avion devient silencieux. C'est probablement le sentiment d'impuissance le plus fort que l'on peut éprouver, de ne rien pouvoir faire et d'être assis là, à regarder l'écran en espérant qu'il va faire demi-tour vers l'aéroport. Et bien sûr, il ne l'a pas fait. À 22h31, heure locale, les habitants de Peggy's Cove ont entendu une gigantesque explosion. D'après la boîte noire, les enquêteurs savent qu'il s'agit d'un feu et non d'un avion qui ne fonctionnait pas bien. Nous n'avons trouvé aucune anomalie ni aucun problème dans les données de vol qui auraient suggéré un problème dans l'appareil. Les enquêteurs investissent le hangar où se trouve l'épave repêchée dans l'océan Atlantique. Ils finissent par trouver des traces de brûlure qui indiquent que l'origine du feu se trouvait à l'arrière du cockpit, juste derrière le copilote. En remontant cette piste, l'équipe a trouvé un suspect inattendu, le système de divertissement de la première classe. Le modèle MD-11 de Swissair est équipé d'un des systèmes de divertissement les plus sophistiqués au monde en première classe. Les passagers peuvent choisir leur propre film, ont accès à Internet et même aux jeux en ligne. Ce système de divertissement ne faisait pas partie du modèle de MD-11 originel. Le système avait des faiblesses importantes. Il chauffait beaucoup, nécessitait beaucoup d'électricité et, par conséquent, augmentait considérablement la température de la cabine, parce qu'il ne s'arrêtait jamais. Il n'avait pas installé un simple bouton off
ni un système de refroidissement approprié. Chaque fois que vous installez un système électrique après la commercialisation d'un avion, vous encourez le risque de compromettre l'intégrité même de l'appareil par rapport à sa conception d'origine. Une fois informé de cette défaillance, Swissair a immédiatement désactivé les systèmes de divertissement du reste de sa flotte. Mais les enquêteurs découvrent qu'une autre pièce de l'avion a contribué à la propagation du feu à une vitesse inquiétante. Dans ce cas précis, nous avons découvert un câble arqué de cette façon. Et juste à côté se trouvait un matériau d'isolation très inflammable appelé polyéthylène terephthalate métallisé, qui recouvre les matelas isolants. Cet isolant en polyéthylène était courant sur les lignes aériennes commerciales dans le monde entier. Il avait d'une manière ou d'une autre passé les tests d'inflammabilité, qui requiert des matériaux qui s'éteignent seuls après un délai raisonnable. Le matériel thermoacoustique présent dans cet appareil était très inflammable. Même s'il a passé les tests, il retient la chaleur et propage le feu. Le feu s'est rapidement propagé depuis l'arrière du cockpit jusqu'à la cuisine de la première classe. Certains morceaux de métal endommagés montrent que le feu est monté à près de 600 degrés. Moins de 12 minutes après que l'équipage ait déclaré un pan, le feu a désactivé toute l'électronique du cockpit. Par la suite, Swissair a retiré l'isolation inflammable de l'intégralité de sa flotte de MD-11. Le reste de l'industrie a dû faire de même. À Phoenix, Arizona, les techniciens continuent leur contrôle C sur le 737. Cela inclut un examen de la gouverne de direction. Le gouvernail est l'une des surfaces de contrôle les plus vitales d'un avion. Il lui permet de virer à gauche ou à droite. Ok, Sibas, la gouverne devrait fonctionner. Très bien, vas-y. Un problème à cet endroit pourrait avoir de terribles conséquences. C'est bon, à gauche. En réalité, malgré des années de maintenance correcte, un problème avec une minuscule pièce dans le gouvernail du 737 a tué plus de 100 personnes. Même le plus zélé des techniciens n'aurait pu le repérer. 3 mars 1991. Le vol 585 d'United Airlines entame son approche finale à Colorado Springs. 10 nœuds de plus. Palonia 30. Oh non, rétabli. Palonia 15. 15. Oh mon Dieu. Ah mon Dieu. Les 20 passagers et les 5 membres de l'équipage ont été tués. Les enquêteurs du Conseil national de la sécurité des transports arrivent à Colorado Springs. Ma première réaction a été de me dire que ça allait prendre du temps d'enquêter sur cet accident quand j'ai vu les dégâts sur place. Ingénieur aéronautique, Greg Phillips est chargé d'enquêter sur les systèmes de contrôle du vol 585 d'United Airlines. Notre attention s'est portée ailleurs, après l'élimination des autres surfaces de contrôle de l'avion qui auraient pu contribuer à son retournement. Nous avons examiné la gouverne. Mais les enquêteurs affrontent un obstacle de taille. La plupart des pièces de l'avion sont détruites ou trop brûlées pour être analysées. Heureusement, un composant vital est encore quasiment intact. C'est une pièce appelée Unité de contrôle de puissance, ou PCU. Sollicitée en permanence pendant le vol, surtout lors de l'atterrissage, la PCU agit comme la direction assistée d'une voiture. Quand le pilote appuie sur la pédale, la PCU utilise le fluide hydraulique pour transformer les mouvements de pied du pilote en pression nécessaire au déplacement de l'énorme gouvernail du 737.
Le cœur de la PCU est une soupape à double asservissement. Cette soupape a à peu près la taille d'une canette. Elle contient 2 pistons extrêmement fins qui coulissent l'un sur l'autre. Ces pistons dirigent le fluide hydraulique qui déplace la gouverne de direction. Quand le technicien a ouvert l'unité de contrôle de puissance, tout semblait fonctionner. Nous n'avions pas une seule indication ou information qui aurait pu désigner la PCU de la gouverne de direction, la soupape ou toute autre pièce du système de contrôle de vol comme responsable de l'accident. Validé. Pour la 4e fois seulement dans l'histoire du NTSB, le rapport qu'il délivre ne mène à aucune conclusion. Nous avons dépensé beaucoup d'énergie dans cette enquête sans aucune certitude sur ce qui s'était passé. Moins de 2 ans plus tard, Greg Phillips et le NTSB se penchèrent à nouveau sur cette mystérieuse catastrophe, après l'accident d'un autre 737. Tiens bon, tiens bon, tiens bon! Bon sang! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon Dieu! Non! 8 septembre 1994. Le vol 427 d'US Airways s'est écrasé près de Pittsburgh, tuant toutes les personnes à bord. Lorsque nous sommes arrivés sur les lieux de l'accident, avant toute chose, il n'y avait aucune trace d'avion. Seulement des petits morceaux. L'appareil était à peine reconnaissable. Les enquêteurs commencent à étudier cet accident comme un miroir du vol 585 d'United Airlines. Lors de l'approche finale, l'United 585 se retourna par la droite, tandis que l'US 427 se retourna par la gauche. Les 2 équipages furent pris par surprise. Après un terrible combat, les 2 s'écrasèrent sans laisser de survivants. Une fois encore, les enquêteurs examinent la soupape à double asservissement, mais ils ne trouvent rien. Cette unité a passé tous les tests opératoires. Il n'y avait aucune indication d'échec. Nous nous attaquions à un appareil historiquement célèbre pour sa sécurité. Tout ce qu'on pouvait voir, c'est que depuis 30 ans, cet avion était génial. Il fallait prouver que quelque chose n'allait pas avec le premier de la classe. L'équipe se trouve à nouveau dans une impasse. Mais presque 2 ans plus tard, une 3e chance leur est offerte de résoudre cette terrifiante énigme. À Phoenix, Arizona, une longue nuit de maintenance touche à sa fin. Plus de 30 mécaniciens et une demi-douzaine de techniciens ont passé un 737 de Southwest Airlines au peigne fin. L'équipe a procédé à plus de 400 contrôles individuels. Des pièces ont été remplacées. Le Southwest 737 N427WN est bientôt prêt à repartir. J'espère qu'on va pouvoir le sortir du hangar. On a contrôlé d'éventuelles fuites, on a vérifié que tout fonctionne. Il ira ensuite sur la piste pour le départ. Mais on sait que lors de l'entretien, les techniciens ne réparent une chose que si elle est cassée. Depuis plusieurs années, tous les 737 qui volent dissimulent un danger que même le plus attentif des techniciens ne pourrait détecter. Au début des années 90, 2 737 s'écrasèrent mystérieusement. Dans les 2 cas, les avions devinrent incontrôlables. En 1996, la même défaillance frappa encore. Nous sommes le 9 juin. Le commandant Brian Bishop se prépare à atterrir à Richmond, Virginie. Puis, tout comme l'United 585 et l'US 427, l'avion se retourne, incontrôlable. J'ai tourné le manche dans la direction opposée et j'ai appuyé sur la pédale de gouverne. La pédale n'a pas répondu. Nous ne savions pas à quel niveau, mais nous avions un problème avec la gouverne. Pendant plus de 30 secondes,
le commandant Bishop lutte pour garder le contrôle de son avion récalcitrant. Puis soudain, le 737 se calme et revient en position horizontale. Nous avons commencé nos vérifications. Un peu avant la fin de l'énumération, nous avons tout à coup entendu un boom. Le 737 est de nouveau incontrôlable. Et puis d'un seul coup, l'Eastwind 517 se redresse. Sans perdre une seconde, le commandant Bishop se dirige vers le tarmac. Une fois au sol, c'est là que j'ai vu que mes jambes tremblaient. On s'est précipité sur les lieux. L'avion était immobilisé, il devait rester dans cet aéroport jusqu'à ce qu'on arrive. Tout à coup, nous avions un 737 qui venait d'avoir un incident de gouvernail qui était intact, avec un pilote vivant, capable d'en parler. Je pense qu'ils étaient encore plus contents que moi d'avoir l'avion. Les enquêteurs reprennent les contrôles de la gouverne de direction du 737 à zéro. L'unité de contrôle de puissance est analysée, encore et encore, mais elle fonctionne à merveille. Refusant d'abandonner, l'enquêteur Tom Hauter décide de faire passer un test différent. Quelqu'un avait mentionné un test qu'ils avaient fait dans l'armée, au choc thermique. L'unité de contrôle de puissance est plongée dans l'azote liquide, puis aspergée d'azote gazeux à moins 40 degrés. On lui injecte ensuite du fluide hydraulique très chaud. Cela lui donne l'ordre de se mettre à fonctionner. Tandis que nous étions là à regarder le mécanisme bouger, gauche-droite, gauche-droite, il s'est arrêté, alors qu'on ne lui avait pas demandé. Il s'est coincé. Il s'est tout bonnement arrêté. L'équipe découvre qu'une petite soupape hydraulique qui contrôle le gouvernail de l'avion de ligne le plus populaire au monde pouvait se bloquer dans certaines circonstances. Et la valve peut se bloquer sans laisser aucune trace par la suite. Lorsque les enquêteurs contrôlent à nouveau les résultats, ils découvrent un autre défaut de taille. Pendant l'analyse minutieuse des données, des ingénieurs ont vu qu'elle ne s'est pas seulement arrêtée, mais que la gauche est devenue la droite et que la droite est devenue la gauche. Il y avait en effet un mouvement du fluide à l'intérieur qui n'avait pas lieu d'être. Cette inversion est la même dans une voiture. Vous tournez à droite et le véhicule va à gauche. Vous ne vous en rendrez compte que lorsque vous sortirez de la route. C'est ce que les pilotes ont dû affronter à ce moment-là. Une chose tellement inhabituelle qu'ils n'ont pas compris ce qui se passait. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ce qui expliquerait pourquoi le commandant Chuck Emmett a gardé son pied sur la pédale de gouverne. Parce qu'il s'est dit, pourquoi est-ce que l'avion ne vire pas à droite alors qu'il avait l'impression qu'il allait à gauche? Après ces catastrophes, les pilotes reçurent une meilleure formation concernant les problèmes soudains de gouvernail. Boeing dépensa des centaines de millions de dollars pour redessiner et remplacer les valves à double asservissement de milliers de 737 dans le monde entier. S'il y a bien une chose que l'on n'aime pas au Conseil de sécurité, ce sont les accidents de cause indéterminée, parce que nous ne savons pas quoi changer pour améliorer la sécurité. Après l'US 427 et l'United 585, nous avons une flotte de 737 beaucoup plus sûre. Il est 7 h du matin. Après un service de 8 heures, la maintenance est terminée sur le Southwest Airlines 737. D'après les rapports d'entretien, l'équipe a procédé à 78 interventions non planifiées et 339 inspections programmées. Je pense que chacun d'entre nous ici éprouve un sentiment de fierté et pense faire de son mieux jour après jour. Bien sûr, les enjeux sont élevés, chaque vie compte. Malgré l'horreur des catastrophes aériennes, celles-ci restent tout de même extrêmement rares. Surtout lorsque l'on considère le nombre de passagers qui décollent et atterrissent chaque jour. Parfois, nous oublions le fait que nous faisons voler des millions et des millions de personnes tous les jours, sans une seule égratignure sur les avions ni sur les gens. C'est un système incroyable.
Ce système repose sur une équipe de professionnels dévoués qui s'engagent à prendre soin de ces chefs-d'œuvre du XXIe siècle. Des avions si bien construits qu'ils pourraient voler presque aussi longtemps que nous sommes prêts à prendre soin d'eux. Nous avons appris à inspecter et à entretenir ces appareils et même à les reconstruire pour augmenter leur durée de vie. Ils sont robustes et doivent être capables de durer éternellement s'ils sont correctement entretenus.